Bonjour et bienvenue sur STCFM, la radio de développement, la radio qui traite des droits du citoyen. Dans ce numéro de paix et démocratie, nous recevons M. Clément Seyi, président de Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, un cercle de réflexion né à Paris en 2011. À Paris où réside M. Clément Seyi, qui est de passage à Abidjan. M. Clément Seyi, bonjour. Bonjour, M. Augustin Tapé. Votre organisation se veut un laboratoire de grandes idées du changement du système politique en Côte d'Ivoire. Votre mission, c'est d'instruire les Ivoiriennes et Ivoiriens à la culture électorale. Cela signifie quoi exactement? Le laboratoire des grandes idées, c'est le fait de s'asseoir et de débattre des grandes idées. Vous savez, la diaspora a un rôle majeur à jouer dans tout ce que traverse la Côte d'Ivoire. Donc il est grand temps pour nous, au niveau de la DPA, que la diaspora prenne ses responsabilités et essaie de jouer le rôle que doit jouer une société civile pour pouvoir aider les autorités à pouvoir sortir la Côte d'Ivoire de ce que nous vivons. C'est pourquoi nous parlons de laboratoire. Donc on se retrouve très souvent pour débattre des thématiques de la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'est née aussi les idées que nous promulguons. Alors votre mission, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'instruire les Ivoiriens et Ivoiriennes à la culture électorale. Ça signifie quoi exactement? Alors la culture électorale, c'est tout simplement une éducation, une façon de voir, une façon de concevoir la démocratie. Pour vous donner des exemples, une explication simple, je dirais que quand on a la culture électorale, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Quand on a la culture électorale, en tant qu'électeur, on ne peut pas se permettre de quitter sa commune pour aller voter dans une autre commune. Quand on a la culture électorale, on ne peut pas se permettre de prendre 5 000 francs ou 10 000 francs de quelqu'un pour le voter, sachant qu'il a le programme de société le plus mauvais. Quand on a la culture électorale, on ne peut pas se faire justice. C'est-à-dire, lorsque dans les bureaux de vote, on finit de donner par exemple des résultats, on n'attend même pas la CEI pour donner un verdict, on commence à s'entretuer entre nous. Ça, c'est se faire justice, sachant qu'il y a des voies de recours. Alors, même en tant que candidat, parce que ce n'est pas que l'électeur, en tant que candidat, quand on a la culture électorale, on ne peut pas penser qu'il faut compter sur la profondeur de sa poche, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent pour pouvoir passer à une élection. Il faut donc mettre en exergue ton programme de société. Donc il y a plein de choses comme ça que nous pouvons éviter si on avait tous la culture électorale. Quand tu as 18 ans, la première des choses à laquelle tu dois penser, ta carte d'électeur, parce que tu es devenu citoyen de ce pays. En quelques mots, voilà ce qu'on doit entendre par culture électorale. Vous avez mené une étude sur la crise ivoirienne, traduite dans un document intitulé « Les Ivoiriens et la culture électorale », bien sûr. Le mot revient encore. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement de cette étude? Dans cette étude, la première chose à retenir, qui est d'ailleurs frappant, c'est le fait que les Ivoiriens ne votent pas. Aujourd'hui, quand tu discutes avec les gens, tout le monde vous fait comprendre que les Ivoiriens votent massivement et puis les autorités ou la France volent les voix. Mais quand vous prenez connaissance de ce document, les Ivoiriens et la culture électorale, vous vous rendez compte que c'est tout à fait le contraire. Les Ivoiriens ne votent pas. Je vous fais deux rapprochements. En 1990, pendant notre première élection pluraliste, les Ivoiriens étaient 3 millions à voter. 25 ans après, c'est-à-dire en 2015, les Ivoiriens étaient encore 3 millions à voter. C'est des chiffres qui sont à vérifier. Et donc, 25 ans après, on a encore 3 millions à voter. Il y a un problème, M. Tapé. Justement. Il y a un problème. Pendant que la population est galopante, pendant que les promotions de 18 ans toujours arrivent, mais on est toujours 3 millions à voter, même s'il y a des morts. Deuxième rapprochement, il faut voir que l'élection de 2000, il y a eu en fait 5 400 000 Ivoiriens d'enrôlés pour participer à cette élection. Mais fort est de constater que 10 ans après, en 2010, cette élection où il y a eu 3 000 morts, les Ivoiriens étaient encore 5 700 à voter. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que 300 000 qui ont augmenté le chiffre. Avec ce tapage médiatique qu'il y a eu en 2010, 5 700 000, alors qu'en 2000, il n'y a eu que 5 400 000. Donc vous voyez la différence? Les Ivoiriens, ils ne votent pas. Ils ne sont pas motivés. Mais il y a aussi des raisons. Donc ces raisons-là se retrouvent aussi dans ce document. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les Ivoiriens doivent prendre conscience qu'ils réellement ne votent pas. Et des deux, pourquoi ils ne votent pas? Et qu'est-ce que ça engendre? Tout se trouve dans ce document. Voilà les 3 éléments qu'il faut retenir quand on prend connaissance de ce document. Si on vous comprend bien, il y a une disparité entre le nombre d'habitants et le corps électoral qui est convoqué à chaque fois pour venir voter, parce que ce corps électoral ne s'inscrit pas, ne s'enrôle pas sur les listes électorales. Exactement. Les Ivoiriens ne s'enrôlent pas. De toutes les façons, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait que aujourd'hui, l'opposition, dans sa globalité, à chaque échéance électorale, incite ses partisans ou les Ivoiriens à boycotter et les enrôlements et les votes.
Tout le monde le sait. Mais est-ce que ça aide les Ivoiriens? Est-ce que c'est logique? Voyez-vous, je vais vous donner un exemple. Quand ils incitent à boycotter les enrôlements surtout, c'est pour que, alors, après les élections, on dise que le taux de participation est faible. Mais quand tu es allé à l'école, tu dois savoir que le taux de participation, c'est un rapport qui se fait entre le nombre d'enrôlés et le nombre de votants. Vous boycottez les enrôlements. Donc, le peu qui se fait enrôler par rapport au peu qui se rend aux urnes, quand on fait le rapport, on a au moins les 50%, on a au moins les 60%. Je prends l'exemple de 2015 où il y a eu 6 millions d'enrôlés et 3 millions et quelques de votants. Le taux de participation était à 52%. C'est juste, c'est ce qu'on doit considérer. Mais en réalité, ils pouvaient avoir raison. Le 10% là, ça pouvait être juste si ils n'avaient pas boycotté les enrôlements. Et que les Ivoiriens étaient 15 millions, 12 millions, 14, 15 millions à se faire enrôler et qu'il n'y avait eu que 3 millions à aller voter. Alors, le chiffre de 10% pouvait être juste. Donc, ce n'est pas normal de dire aux Ivoiriens de boycotter les enrôlements. Vous savez, il y a des pays aussi dans ce monde, comme la Belgique, où quand tu ne votes pas, tu reçois une contravention chez toi. Ça veut dire que tu es amendé parce que tu ne votes pas. Ça veut dire que c'est obligatoire. Les Ivoiriens, il faudrait qu'ils prennent conscience. On nous dit toujours que c'est la France qui donne son candidat. C'est vrai, je suis d'accord que la France soutient un candidat. Quand tu as des affaires quelque part, c'est normal que tu interviennes. C'est comme M. Tapé dans votre sous-préfecture. Si vous êtes le plus grand homme d'affaires, si vous êtes celui qui apporte plus d'affaires, qui aide plus les jeunes, le jour où il y a une élection de maire, vous aurez à supporter un candidat. C'est une évidence. C'est pareil que la France fait avec nous. Mais dit qu'il nous impose un candidat, pour le dire, il faut d'abord aller se faire enrôler et aller voter massivement pour pouvoir tirer une telle conclusion. Dans cette étude, vous avez répertorié quelques pistes de solutions, évidemment. Alors justement, à ce propos, est-ce que pour vous, la réforme de la commission électorale indépendante peut garantir véritablement la paix en Côte d'Ivoire? Alors, je vous remercie, c'est une très belle question. Jusque-là, on ne me l'a jamais posée. Mais je suis très content de répondre à cette question parce que la réforme de la CEI, vous savez, quand M. Obama était arrivé, je crois, au Ghana, l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Si j'ai bonne mémoire, c'est ce qu'il a dit. C'est bien cela. Mais moi, Clément Séhi, je comprends ça à l'inverse. Au contraire, l'Afrique a besoin d'hommes forts au lieu d'institutions fortes. Et je m'explique. Alors, quand un président d'institution pose des actes qui sont contraires à la Constitution, bon, je vais aller terre à terre parce qu'on a tous vécu ça. Le président, par exemple, Youssou Bakayoko, il a donné les résultats au Golfe. On suppose que c'est le QG d'un candidat. Est-ce que c'est statutaire? C'est pas statutaire. Donc c'est lui, c'est l'homme qui l'a fait. Lorsque M. Yaoundé, il annule cette grande ville et puis il donne des résultats, est-ce que c'est statutaire? Qui était le président du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, voilà. C'est ça. Lorsqu'il a posé cet acte, est-ce que c'était statutaire? Mais non, c'est lui qui a pris la décision pour le faire. Bon, lorsque le frère Damana Picasse, il prend les feuilles devant les journalistes parce que ça n'a pas été consolidé, est-ce que c'est statutaire de prendre des feuilles comme ça, sachant qu'il y a toujours des voies de recours? Donc en réalité, quand on te dit il faut des hommes forts, mais c'est des hommes qui ont déjà une mentalité. Vous savez, aux États-Unis, eux, ils n'ont pas besoin d'hommes forts parce que leur mentalité, ils sont déjà à un autre degré. Tu peux nommer ton propre frère à un poste et s'il doit aller contre toi parce que tu as mal fait, il va te sanctionner. Il ne va pas penser que tu es son frère. Donc quand ça ne va pas aux États-Unis, là-bas, dans ces pays développés, ils regardent plutôt du côté des tests pour pouvoir aménager. Mais chez nous ici, c'est les hommes qu'il faut changer les mentalités. C'est les hommes qui doivent changer de mentalité. Quand on leur donne des postes de responsabilité, ils pensent qu'il reste devoir à la personne qui les a nommés. Et donc, ils posent des actes contraires à tout ce qu'il y a dans la Constitution juste pour faire plaisir à celui qui les a nommés. Donc, pour moi, il faut des hommes forts au lieu des institutions. Nos institutions sont bonnes. Si on les respectait à la lettre et qu'on ne considérait pas celui qui nous a nommés, je pense qu'on n'allait pas avoir ce genre de choses-là. Donc, la réforme de la CEI, c'est bien. Mais il faudrait que ce qu'on va mettre là, il faut qu'ils changent de mentalité. Quand on leur donne une mission, ce n'est pas parce que je vous ai nommé que je suis obligé de vous imposer des choses. Quand ça ne va pas, tu démissionnes. Ça existe aussi la démission. Quand on t'impose des choses qui ne sont pas dans les règles, il faut laisser. Ça aussi, ça fait partie de la dignité d'un homme. Alors, selon vous, quelles sont les autres solutions que vous avez proposées pour ne pas replonger dans une autre crise en 2020? Par exemple, dans votre document, est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous avez proposées? Effectivement, dans le document, il y a des propositions que nous avons faites, de proposer au pouvoir, si on pouvait copier un peu sur le Sénégal. Au Sénégal, on vote avec la pièce d'identité, juste avec la pièce d'identité. Parce que la pièce d'identité et la carte d'électeur ont les mêmes informations. Alors, si au préalable, vous êtes fait enregistrer sur la liste électorale, vous allez voter avec votre pièce d'identité. Il n'y a pas de problème à cela. Vous voyez? Alors, si cette proposition est acceptée, la deuxième proposition, c'est que au moins, il y a un gain.
puisqu'on ne dépense plus d'argent pour pouvoir fabriquer les cartes d'électeurs. Pour cela, on peut donc, pour ces élections de 2020, faire une faveur au peuple en disant, bon, ceux qui n'ont pas leur carte d'identité, alors faites-les gratuitement. L'État peut le prendre en compte. D'accord. Bon, nous avons aussi au niveau de la France des partenaires qui nous proposent des logiciels pour pouvoir couvrir les élections. Nous avons aussi un logiciel pour pouvoir informatiser nos états civils. Parce que c'est aussi ça. Quand on dit souvent que des morts votent, c'est parce qu'on n'est pas encore informatisé. Donc, tant bien même que tu vas aller à la mairie et dire, bon, mon père est décédé, il faut me donner un certificat de décès. Mais le jour où tu vas faire ton extrait, jamais ils vont mentionner dans ton extrait feu père. C'est un peu rare. Et donc, c'est parce qu'on n'est pas informatisé. Vous voyez ? Aussi, il y a une autre proposition, d'ailleurs, dans ce document, je voulais dire juste que l'enrôlement doit être permanent. Justement. C'est-à-dire, au lieu de choisir une période de l'année ou bien à quelques mois des élections, pour dire, bon, allez vous faire enrôler, elle doit être permanente puisque la CEI est déjà permanente. Donc, ouvrir des bureaux dans les différents sous-préfectures, même à l'intérieur partout. Celui qui a ses 18 ans aujourd'hui, demain, il se rend dans un jour et dit, bon, je vais mettre mon nom sur la liste électorale. Celui qui ne l'avait pas fait dans le temps, le jour où il a le temps, il va le faire. Vous savez, quand on met 2 mois, on dit, ben, 1 mois, il faut aller se faire enrôler. Si tu n'as pas les moyens à ce moment-là pour te déplacer, pour aller au centre, c'est compliqué. Le train passe et puis tu n'es pas enrôlé. C'est-à-dire un enrôlement dynamique comme ça se passe un peu en France et puis dans les autres pays. C'est permanent l'enrôlement. On peut mettre ça au niveau de la CEI. Donc, c'est un peu de propositions comme ça que nous faisons. D'accord. Alors, au nombre des actions que vous comptez mener, il y a une action qui nous intéresse, c'est la caravane de l'espoir. Le mot est bien choisi. Quel est l'objectif de cette caravane? Est-ce que ce sera une tournée de sensibilisation? Effectivement, on œuvre uniquement que dans la sensibilisation. Donc, la caravane de l'espoir, comme son nom l'indique, c'est pour donner de l'espoir aux Ivoiriens. Vous savez, il y a eu tellement de caravanes dans ce pays, mais nous, notre caravane, elle a une thématique. La culture électorale. Nous devons faire du corps à corps. Nous devons aller vers nos parents pour leur expliquer les vertus du vote. Ce que c'est avoir une culture électorale. La caravane de l'espoir, c'est vraiment le clou de notre activité. Il faudrait qu'elle se fasse avant les élections de 2020 pour que chacun soit préparé. Avant même la période d'enrôlement. Il y a eu tellement d'idées préconçues que nos parents ont partout dans les villages. C'est pas tout le monde qui regarde Facebook. C'est pas tout le monde qui regarde YouTube ou même la télé ou ils écoutent la radio. Donc il faut aller vers eux. Nous avons décidé de nous mettre en mission et de faire le tour des 33 régions, c'est-à-dire les 31 régions plus les 2 districts de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas des grandes villes à travers le monde où il y a une forte communauté d'Ivoiriens pour leur expliquer les vertus du vote, la démocratie, la culture électorale. Il faut aller vers les parents pour leur expliquer ça. Certainement, ce qu'ils ont comme idée aujourd'hui dans leur tête, c'est pas forcément ce qui est juste. Vous voyez ? Et ce travail, je vous dis, ça devait être fait avant même qu'on aborde le multipartisme en 90. On devait nous préparer à tout ça. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous sommes rentrés dans le multipartisme et on a tous vu ce que ça donne. Depuis que nous sommes dans le multipartisme, on n'arrive pas encore à sauver la tête de l'eau. Mais il n'est pas tard pour bien faire. Aujourd'hui, la DPA a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour aller vers la population, pour leur expliquer la conduite à tenir, l'éducation à avoir au niveau de la démocratie, pour leur expliquer les vertus du vote. Donc c'est ça notre mission. Alors ce genre d'action d'envergure nécessite des moyens. Est-ce que vous avez résolu cette question de moyens avant de prendre le terrain? Déjà, il faut concevoir. Il faut concevoir quelque chose et puis après tu cherches les moyens. On n'a pas les moyens. Jusqu'à aujourd'hui, durant l'existence de la DPA, on n'est pas encore financé. On n'a pas les moyens. On finance sur nos fonds propres. Mais cependant, cette caravane de l'espoir nécessite vraiment beaucoup d'argent. Nous sommes en train de préparer. D'ailleurs, le document il est déjà prêt. Le document de financement. Donc, on essaie d'approcher les institutions qui militent dans ce sens-là. On essaie aussi d'approcher le pouvoir. Eux aussi, ils peuvent donner un coup de main fort à la DPA pour pouvoir parfaire ce projet qui est la caravane de l'espoir. Alors quand on parle du pouvoir, c'est, je veux dire, les autorités qui prennent les décisions, n'est-ce pas? Mais oui, c'est normal. De toutes les façons, on ne peut pas arriver dans un village sans rencontrer le chef du village. On aura l'occasion de le rencontrer. On a entrepris en ce moment une opération pour rencontrer tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Et là, on a rencontré pas mal d'opposants. On a rencontré déjà M. Mamadou Koulibaly, on a rencontré Sam l'Africain, on a rencontré M. Pascal Afinguessan, on a rencontré Yaspina Onyen, on a rencontré beaucoup. Et là, on n'a pas encore rencontré les membres du pouvoir. C'est vrai, eux, ils sont en activité, certainement, ils sont beaucoup occupés. Mais bon, les rendez-vous sont en cours. Nous sommes en train de suivre ces rendez-vous-là. Sinon, la caravane, elle est inclusive. On essaie de travailler avec tout le monde. On veut que tout le monde, tous les acteurs politiques comme culturels de ce pays doivent participer à cette caravane. C'est pourquoi quand on va dans une région, chaque région a droit à 2 parrains. Un parrain politique et un parrain culturel. Il peut être footballeur, il peut être chanteur. On peut aller par exemple dans le Guémon et puis prendre un parrain politique qui peut être Mamadou Koulibaly, un exemple.
Le Guémon, pour les auditeurs, c'est où? Le Guémon, ouais, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, c'est chez les Ouais. D'accord. Voilà, Parce que c'est ma région, c'est pourquoi j'ai Oui. dit le Guémon. oui, c'est mieux, la charité bien ordonnée. Ben commence oui, par bien soi. sûr. Donc on peut prendre soit un exemple comme ça, hein, prendre M. Malou Koulibaly, et puis prendre par exemple Didier Drogba, et puis ils sont les parrains du Guémon. On fait la tournée avec eux. D'accord. Ça va susciter beaucoup de personnes, puisque nous on veut de l'auditoire, on veut des gens. Il faut qu'on parle à des personnes. Donc c'est comme ça que nous allons procéder. Alors nous sommes pratiquement au terme de cette interview. Quel est le message de paix aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens pour terminer cet entretien? Nous demandons aux Ivoiriens de soutenir les efforts de la DPA, de soutenir les efforts de désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est des réalités qui sont là, mais les gens n'en parlent pas suffisamment, alors que c'est ce qu'il nous faut exactement. Donc nous demandons aux Ivoiriens de ne pas se décourager, de ne pas se laisser prendre au découragement. Dans la vie, il faut toujours avoir de l'espoir. Et cet espoir-là, la DPA arrive pour ajouter son grain de sel. Et c'est pourquoi je vais, si vous me le permettez, lancer quand même un clin d'œil à mon frère Charles Lodozo, qui a aussi son ONG Ma Voix, oui, mais ma vie, non. Il y a aussi le frère Nwambi qui dit ça suffit avec son ONG. Et puis enfin, pour terminer, M. Serge Do qui dit pardon est mieux. Vous voyez que les Ivoiriens ont commencé à comprendre. Et les Ivoiriens ont commencé à militer pour cette façon de concevoir la vie. Vous voyez. Et donc, je demande aux Ivoiriens de rester sereins, de ne pas se décourager. Et il faut forcément pardonner. Pardonnons-nous pour que nous puissions avancer. Le pardon, la tolérance peuvent garantir la paix en Côte d'Ivoire. Exactement, exactement. C'est vrai que le pardon, la réconciliation, c'est des processus. Ce n'est pas des objets, on peut prendre comme ça. Et quand on parle de processus, on parle d'un début, on parle d'une fin. Et donc, c'est le début là que nous avons commencé comme ça. Qu'ils soutiennent la DPA, qu'ils soutiennent la caravane de l'espoir. Nous arrivons bientôt dans leur région, nous arrivons bientôt dans leur village. Et on va échanger, on va communier ensemble avec. Monsieur Clément Seyi, merci. Merci, monsieur Tapé. Je rappelle que vous êtes le président de DPACI, Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, un cercle de réflexion sur le changement du système politique en Côte d'Ivoire et qui s'est donné pour mission d'instruire les Ivoiriens et Ivoiriennes à la culture électorale. Merci et à bientôt.